Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme, aujourd'hui, on va démarrer d'abord par notre influenceur du jour. À travers sa chaîne YouTube, il partage son expérience de la gastronomie avec une vision plus responsable de notre manière de consommer. Éloi Spindler met en œuvre notamment une cuisine inventive, respectueuse aussi dans l'environnement, en maximisant le zéro déchet et en privilégiant des produits de qualité. Il est notre influenceur du jour. Et puis à l'année derrière la tech, c'est Lisa de Bernard qui était avec nous aujourd'hui. Bonjour Lisa. Bonjour Philippe. Ça va? Et vous? Toujours ravi de vous recevoir, évidemment. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler de TikTok et de la commission d'enquête qui a été lancée il y a quelques mois maintenant. Plein de choses à dire, effectivement. Et puis avec vous, Lisa, on va parler de deux sujets différents. D'abord, en première partie d'émission, des chercheurs travaillent d'arrache-pied pendant 10 ans sur une question cruciale, celle de la résistance des bactéries aux antibiotiques, un problème de santé publique majeur. Et voilà qu'en seulement 10 jours, une intelligence artificielle arrive à la même conclusion et même plus. Vous allez voir comment est-ce possible et qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la recherche. On en parle dans un instant. Et puis en deuxième partie, imaginez un journal dont chaque ligne, chaque titre, chaque légende est entièrement rédigé par une intelligence artificielle. Et là, c'est plus de la science-fiction. Le journal italien Il Foglio a osé l'impensable en publiant une édition complète réalisée par une intelligence artificielle. C'est une véritable première mondiale. On va en parler avec vous, évidemment. On en parle dans un instant, juste après le focus. D'abord, donc, c'est notre influenceur de jour et il est une nouvelle star sur les réseaux sociaux. C'est un cuisinier altruiste et engagé qui n'a pas fini de faire parler de lui, vous allez le voir. À travers une cuisine plus responsable, il partage son expérience de la gastronomie sur sa chaîne YouTube. Et vous allez le voir, Éloi Spindler incarne une nouvelle génération de chefs aussi, qui vous invite à repenser complètement votre façon de consommer. Il est notre focus du jour, signé aujourd'hui d'Hélène Koller. Aujourd'hui, on enfile son tablier et on part en cuisine. Focus sur un chef qui bouscule les codes de la gastronomie, Éloi Spindler. À seulement 30 ans, ce cuisinier nouvelle génération, originaire de Chalon-sur-Saône, ne se contente pas de briller derrière les fourneaux. Véritable star des réseaux, il partage sa passion et ses valeurs sur YouTube, où il cartonne avec des recettes accessibles et engagées. Diplômé de l'école Ferrandi, il fait ses armes dans des établissements prestigieux comme la Tour d'Argent ou encore le Plaza Athénée. Passé également par Londres et Melbourne, il ouvre en 2022 son propre restaurant à Paris, Orgueil, avant d'en ouvrir un deuxième, Colère, en septembre dernier. Des établissements à l'identité forte, inspirés des 7 péchés capitaux. Mais Éloi Spindler ne s'arrête pas là. Toujours dans l'idée de transmettre son travail et sa vision d'une cuisine plus responsable, il partage depuis 2 ans maintenant son savoir sur YouTube. Résultat, une chaîne dynamique où il casse les codes de la haute gastronomie. Au menu, recettes anti-gaspillage, conseils pour mieux consommer et invités de marque. Bonjour et bienvenue dans Finis ton assiette, un concept assez simple. On reçoit un invité qu'on admire et on essaye de lui faire manger un aliment qu'il n'aime pas, qu'elle n'aime pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une panne d'exception qu'on reçoit. Actrice, productrice, réalisatrice, autrice, Madame Julie Gaillet. Oh mais alors. Aujourd'hui, on va vous faire aimer quelque chose. On va essayer de vous faire aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Oh, l'aneth. Je sais pas pourquoi. Je n'aime pas, je l'enlève. Je trouve que ça, dès qu'il y a de l'aneth, on ne sent plus rien sur un plat. Et même dans le gravlax, ça me donne mal au cœur. Donc j'ai vraiment du mal, quoi. C'est très difficile, l'aneth. Pourquoi vous avez fait du gravlax? Oui. Il favorise les circuits courts, évitant les pièges du marketing alimentaire. Et tout ça avec un ton décomplexé et accessible. Le jeune chef montre que l'on peut parler de cuisine responsable sans être ennuyeux. Et cette recette a d'ailleurs déjà conquis plus de 200 000 abonnés. Son succès grandissant donne un coup de neuf au monde de la gastronomie qui se veut plus engagé et authentique. Alors, si vous voulez apprendre à cuisiner mieux, malin et sans gaspiller, foncez voir Éloi Spindler. De quoi vous mettre l'eau à la bouche à coup sûr. Merci à tous, bisous, j'espère que la recette vous a plu. Non. Allez, autre chose, maintenant, on va parler de la menace grandissante des superbactéries. Superbactéries, ce sont des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. C'est un problème majeur de santé publique qui pourrait rendre des maladies autrefois bénignes à nouveau mortelles. Et pendant 10 longues années, eh bien, des chercheurs ont tenté d'y trouver une solution, de percer les secrets de cette résistance. Mais une intelligence artificielle de Google a réussi à formuler une hypothèse clé sur ce phénomène, non pas en 10 ans, mais en seulement 48 heures. Et donc, forcément, à y trouver une réponse potentielle. On en parle tout de suite avec Lisa dans notre première partie du talk. Lisa, vous êtes donc avec nous aujourd'hui à la fois en tant que chroniqueuse et en tant qu'experte.
Ces superbactéries, déjà, j'ai présenté de manière très large ce que c'est, des bactéries qui résistent aux antibiotiques, c'est ça? Est-ce qu'on a plus d'informations là-dessus? Exactement. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas partir dans de grandes explications. Effectivement, hein, ce sont des bactéries qu'on dit multirésistantes aux antibiotiques et qui donc causent des infections assez graves et qui sont extrêmement difficiles, voire impossibles à soigner avec les antibiotiques dont on dispose aujourd'hui. Et du coup, elles peuvent entraîner, du fait qu'on ne puisse pas les soigner aussi facilement, un taux de morbidité beaucoup plus important pour toutes les infections qu'elles génèrent. Pendant 10 ans, des chercheurs ont donc réfléchi, Lisa, et fait des expériences pour trouver une explication à la résistance de ces bactéries. Et puis, un beau jour, très récemment, l'intelligence artificielle de Google a trouvé la même idée, la même hypothèse en seulement 48 heures. Et ça, c'est une première? Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'IA, elle a déjà été utilisée dans d'autres circonstances pour trouver des hypothèses scientifiques. Ça, c'est pas du tout une nouveauté. On peut remonter déjà, par exemple, ne serait-ce qu'en 2020, où cette année-là, des chercheurs du MIT ont pu découvrir une nouvelle antibiotique qui s'appelle l'alicilline et donc qui est capable, en fait, justement, de tuer des bactéries résistantes, alors que les chercheurs humains n'avaient pas trouvé cette molécule auparavant. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est plutôt le fait qu'effectivement, cette IA, qui est basée sur Gemini 2, l'agent, le multi-agent, proposé par Google, ce qui est intéressant, c'est que là, elle est effectivement arrivée au même résultat que les scientifiques en 48 heures, alors qu'eux, il y avait 10 ans de recherche derrière. Et donc, ce qui nous intéresse ici, et c'est tout l'enjeu, c'est plutôt de s'interroger sur en fait, comment l'IA peut arriver à de tels résultats. Contrairement aux scientifiques, comment on explique un tel écart de temps? Et ça s'explique par quelque chose de très simple, c'est le fait que l'IA traite en fait des milliers de données, des articles, des brevets, d'énormes bases de données en quelques minutes, là où en fait des scientifiques mettraient beaucoup plus de temps à lire chacun des articles, etc. Et ça leur permet aussi de générer des hypothèses beaucoup plus rapidement et surtout d'en générer plusieurs en même temps. Là où, encore une fois, l'humain n'est pas forcément en mesure de le faire. Donc, c'est ce qui explique sa rapidité. Et puis, c'est surtout que, spécifiquement pour cette IA-là, elle fonctionne sur un système basé sur le raisonnement par renforcement. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle teste une hypothèse, si elle arrive à une solution qui ne lui convient pas, en fait, elle apprend de son erreur, elle renforce son système et elle relance une autre hypothèse. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, ce sont tous ces éléments qui font que, très spécifiquement, aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir ces résultats-là en 48 heures. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que l'intelligence artificielle de Google, qui s'appelle donc Co-Scientist, c'est ça? Exactement. Basée sur Gemini 2.0, c'est la meilleure ou la plus importante intelligence artificielle aujourd'hui dans le secteur, en tout cas scientifique? Est-ce que c'est celle sur laquelle on doit se baser en tant que scientifique? On est toutes les deux pas scientifiques. Oui, pour mener des recherches. Parce qu'on avait l'impression, en tout cas dans le domaine public, que ChatGPT, c'était la référence en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que là, elle commence un peu à être dépassée? Alors, je pense qu'au-delà de ça, sans être spécialiste de ces intelligences artificielles-là spécifiquement, je suis quasi persuadée que dans les milliers de laboratoires à travers le monde, il y a d'autres IA qui sont testées, il y a d'autres IA qui sont déjà utilisées et qui sont peut-être tout aussi performantes, mais dont on entend moins parler dans les médias qui ne sont pas spécialisés, parce que ça reste du domaine du médical, du scientifique, et donc ça appartient à une certaine sphère. Donc, je ne vais pas m'avancer sur le fait de dire que Co-Scientist est effectivement une grande menace pour toute autre IA qui existerait. Mais en tout cas, on ne peut que remarquer qu'effectivement, elle est très efficiente et que très certainement qu'à l'avenir, elle le sera de plus en plus. Alors, ce qu'on a vu en tout cas, et on l'a dit en introduction, vous l'avez rappelé, Lisa, c'est que l'intelligence artificielle justement de Google a non seulement retrouvé l'hypothèse des chercheurs qu'ils avaient mis donc 10 ans à trouver, mais a également proposé 4 autres nouvelles pour eux, en tout cas auxquelles ils n'avaient pas pensé. Qu'est-ce que ça nous dit sur le potentiel créatif de recherche en elle-même de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un pas nouveau pour les chercheurs? Est-ce que ça veut dire que tous les chercheurs aujourd'hui devraient passer par cette intelligence artificielle pour mener leurs recherches? On est sur une révolution. Oui, on est sur une révolution et de toute façon, c'est ce que ces scientifiques ont exprimé, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au même résultat que l'IA, donc sur l'hypothèse principale.
Ce qu'ils regrettent en revanche, c'est que si sur ces 10 années de recherche, ils avaient eu accès à l'IA, en fait, eux, ça leur aurait permis d'accélérer leur recherche. Oui. Et là, c'est tout l'intérêt, parce que au risque d'enfoncer des portes, l'IA, elle peut... oui, reproduire des raisonnements humains, mais sa créativité, entre guillemets, elle reste quand même assez limitée puisqu'elle se base en fait sur ce qui existe déjà, en fait, sur toutes les bases de données. Il n'y a pas de notion réellement de créativité. Et puis surtout, la limite que représentent ces IA-là, c'est qu'elles ne font que proposer des hypothèses, là où en fait les scientifiques, eux, peuvent proposer une hypothèse et la vérifier. Tout à fait. Donc c'est toute la limite. Et effectivement, je pense qu'à terme, et c'est ce qui est en train de se passer, il y a une révolution dans le monde scientifique qui sera accompagnée par l'IA, mais ça ne deviendra jamais un outil à part, qui viendrait remplacer les scientifiques. Les scientifiques et les chercheurs. L'un des chercheurs d'ailleurs a initialement suspecté que Google avait eu accès à ces travaux non publiés. Quelle importance ça souligne quant à la transparence, à la confiance qu'un chercheur, un scientifique peut mettre dans de l'intelligence artificielle. Alors là, sur ce cas spécifique, je pense que c'est un petit peu la sidération qui a poussé ce scientifique à contacter Google, puisqu'effectivement, j'imagine qu'après 10 ans de travail, quand on voit que c'est réduit à 48 heures, on s'interroge un petit peu. Voilà. Après, cela étant dit, ça pose de réelles questions sur le besoin de transparence au niveau de ces IA-là, de savoir sur quelles informations elles se sont basées et oui, avoir vraiment toute la transparence sur les sources. On va continuer à en parler en tout cas au cours des prochaines semaines avec vous, Lisa, si vous le voulez bien. On espère en tout cas qu'une technologie comme celle-ci, une intelligence artificielle comme celle-ci puisse peut-être à terme trouver des solutions à des maladies incurables peut-être jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, la science est en marche. Toujours et on ne l'arrête pas. Toujours et on ne l'arrête pas. Merci beaucoup en tout cas. On arrive à la fin de cette première partie. On va lancer, avant d'enchaîner sur la deuxième partie, tout de suite un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre experte aujourd'hui et chroniqueuse Lisa de Bernard. Vous avez toujours une idée derrière la tech? Toujours. À chaque émission. Bah justement, on va l'écouter. Une idée derrière les tech, elle en a toujours. Et aujourd'hui, Lisa, vous vous tournez du côté de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui s'en prend officiellement et frontalement à TikTok avec la création d'une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Alors pourquoi maintenant? Qu'est-ce que ça va vraiment changer? Justement, vous êtes là pour nous en parler, Lisa. Et oui, c'est officiel, Philippine. L'Assemblée nationale a voté et une commission d'enquête a été mise en place pour analyser l'impact de TikTok sur les jeunes et notamment sur leur santé mentale, comme vous le souligner. L'objectif principal, comprendre si cette application avec son algorithme qui pousse à l'extrême l'engagement ne serait pas en train de créer des effets secondaires un peu inquiétants chez les utilisateurs, surtout chez les plus jeunes. Les députés auront donc 6 mois pour enquêter et fournir des réponses sur un sujet qui revient très régulièrement sur la table. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que la proposition de lancer cette commission, elle a récolté un vote unanime de la part des 23 députés. Faut pas mourir maintenant, Lisa. J'y suis presque là. Et donc, c'est assez rare d'avoir un vote unanime à l'Assemblée pour être signalé. Et ça en dit long sur les préoccupations autour de TikTok. Ça, c'est clair. Alors, c'est un sujet qu'on décortique en plus régulièrement ici, notamment avec vous. C'est la santé mentale des jeunes qui préoccupe principalement le gouvernement, ça, on l'a bien compris. Mais à quel niveau? Alors, en fait, l'Assemblée veut savoir si TikTok, avec ses vidéos qui défilent en continu, n'engendre pas ou n'entretient pas un certain mal-être chez les jeunes. Ce qui inquiète particulièrement, ce sont les contenus ultra-viraux liés aux troubles du comportement alimentaire, à la dépression, l'automutilation, voire même parfois aux pensées suicidaires. Mais il y a aussi la question des contenus inappropriés, par exemple les contenus violents, de sexualité explicite ou même des vidéos encourageant des comportements dangereux. Et là, ce sont donc les algorithmes de TikTok directement et sa politique de modération extrêmement opaque qui sont mis en cause dans ce dossier. Concrètement, qu'est-ce que cette commission elle pourrait changer? Alors tout dépend bien entendu de ses conclusions, mais si les conclusions de la commission confirment les dangers de TikTok, la France pourrait prendre des mesures assez strictes. Cela pourrait aller de la modération renforcée du contenu à une limitation de l'utilisation de l'application pour les plus jeunes, voire des régulations sur les données personnelles. À noter que le groupe qui était au courant du lancement imminent de cette commission cherchait déjà à se dédouaner les semaines précédentes, ou du moins à faire un petit peu un effet de tache d'huile, si je puis dire, en rappelant que ces thématiques abordées dans l'enquête ne sont pas propres à son réseau social. Il a par ailleurs lancé dans l'UE, il y a quelques jours, une fonctionnalité permettant aux parents de limiter le temps d'écran de leurs enfants sur l'application. Bon, moi qui ai l'habitude de vous dire qu'on suivra ce dossier avec vous, vous me connaissez maintenant. Là, c'est quoi, rendez-vous dans les 6 prochains mois pour Alors, suivre? a priori, oui, si la commission ne s'étend pas, mais en général, ils sont assez stricts sur les délais. C'est ça. Bon, écoutez, donc rendez-vous dans 6 mois sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Lisa. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Allez, deuxième partie du talk. Et pendant un mois, un supplément d'un quotidien italien sortira en kiosque et en version numérique avec une particularité étonnante. Il sera entièrement écrit par une intelligence artificielle baptisée Il Foglio AI. Pardonnez mon accent italien. Ce projet est présenté par le média milanais Il Foglio comme une expérience visant à comprendre comment l'intelligence artificielle peut passer de la théorie à la pratique dans le domaine de l'information. Alors au-delà de la simple, et c'est déjà pas mal, curiosité technique, cette initiative, vous vous en doutez, soulève des questions fondamentales et on en parle avec vous, Lisa. D'abord, déjà, votre réaction peut-être en tant que journaliste face à la publication par Il Foglio d'un quotidien entièrement rédigé à l'intelligence artificielle. Eh bien, écoutez, si je dois défendre tout de suite mon précaré, forcément, j'aurais tendance à dire que ça m'inquiète un petit peu, voilà, pour du métier. Après, de manière générale, je trouve que au-delà du métier de journaliste très spécifiquement, ça interroge sur le monde du travail de manière générale, puisque l'IA est en train de peu à peu grignoter des petites tâches à droite, à gauche. Ça vient toujours en support pour l'instant, mais forcément, ça inquiète les gens. Et en même temps, j'ai pas envie d'être alarmiste parce que je reste persuadée que l'IA ne reste qu'un outil et qu'elle ne peut pas remplacer l'humain. Après, si on revient spécifiquement sur le cas du journalisme, forcément, ça pose des questions sur l'originalité des contenus générés, sur la fiabilité des informations qui sont données par cette IA. Et puis, il y a aussi un autre petit aspect qui, moi, m'a interpellée, c'est que quand même, Il Foglio a décidé donc de
voilà, publier donc du contenu 100% IA, d'assumer que cette IA pouvait potentiellement faire des erreurs, de laisser ces erreurs sur le site et d'inciter les lecteurs, en fait, c'est un projet un petit peu participatif, inciter les lecteurs à souligner quelles sont les erreurs. C'est bien ça. Voilà. Et du coup, je trouve que là, effectivement, c'est extrêmement intéressant quand on sait que depuis des années, le baromètre de confiance dans les médias, là, je reprends le cas de la France, souligne qu'effectivement, les gens ont de moins en moins confiance en ce qui peut être dit dans les médias. Par exemple, en janvier 2025, le chiffre, c'était 32% des Français qui estiment qu'ils ne peuvent pas avoir confiance dans ce qui est dit dans les médias et sur les sujets d'actualité. Donc, d'avoir effectivement quelque chose d'un peu plus participatif, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on entend précisément par entièrement réalisé par l'intelligence artificielle? Parce que c'est ce que dit en tout cas Il Foglio dans le cadre de ses publications. Derrière, est-ce qu'il y a quand même une certaine relecture humaine ou vous nous expliquez qu'en fait pas tellement? Alors pas tellement, et d'ailleurs ça s'est vérifié. Alors ils sont plutôt satisfaits pour l'instant des résultats de ce que ça donne, puisque visiblement, il n'y a pas d'erreur majeure. La seule qui, pour l'instant, est remontée, puisque l'expérimentation est toujours en cours, ça a été lancé le 18 mars, la seule grosse erreur qui a été remontée, c'était lié à l'antisémitisme. Il y avait eu une hallucination de l'IA qui a inventé un épisode historique. Mais non, le but vraiment, là, je crois, pour Il Foglio, c'est justement de laisser l'espace à l'IA à 100% pour voir justement ce que ça donne, un média 100% IA. Les journalistes d'Il Foglio indiquent quant à eux qu'ils se limiteront donc à poser des questions, à lire en tout cas les réponses d'Il Foglio AI. Ça pose aussi des vraies questions pour eux, justement, les journalistes humains, dans ce modèle de production d'un journal complètement réinventé par l'intelligence artificielle. On disait qu'on avait un peu peur pour nos métiers tout à l'heure. C'est ça. Alors après, ça repose en fait une question qui revient régulièrement dans nos métiers, qui est: est-ce que le journaliste doit être uniquement un passeur d'informations, c'est-à-dire transmettre des faits, ou alors est-ce que ça doit être un acteur de la narration, donc plutôt passif? Donc là, effectivement, on pousse l'expérimentation à son paroxysme. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est que là, effectivement, on a une expérience qui est très, très, très poussée. Oui. Mais l'utilisation de l'IA dans les médias, c'est déjà quelque chose qui existe et qui permet justement aux journalistes, en fait, d'améliorer plutôt leur contenu. Par exemple, on a l'Associated Press qui, depuis déjà des années, en fait, utilise l'IA pour générer des rapports financiers, donc sur des données brutes, et ça leur permet, en fait, d'être passé d'une production trimestrielle de 300 rapports à plus de 4000 rapports une fois qu'ils avaient de l'IA. Ah oui, donc sur des sujets très spécifiques, ça peut être intéressant. Pareil, dans le sport, c'est déjà utilisé pour générer des résumés automatiques de matchs avec des données bien spécifiques. Donc l'IA, elle est déjà dans nos métiers. Le tout, c'est de savoir où est la limite, et je pense que c'est tout l'intérêt de l'expérience d'Il Foglio. Et le lectorat, justement, comment il a réagi à cette initiative? Parce que est-ce qu'il y a eu des retours, par exemple, spécifiques ou des critiques concernant la qualité, la fiabilité, même le style des articles? Parce que c'est ça aussi qui fait la patte d'un journaliste, c'est sa manière d'écrire. Alors, je pense que là, pour le coup, c'est vraiment très propre à chacun. Ouais. Il n'y a pas ou tout noir ou tout blanc, c'est toujours gris dans ces situations-là. Forcément, il y a des personnes qui sont critiques et qui regrettent justement de ne... Alors, sur ce cas spécifique, c'est quand même 4 pages. Tout à fait. Il Foglio et c'est un supplément, voilà. Il Foglio existe toujours dans sa version classique, mais certaines personnes regrettent sur ce type de contenu, effectivement, de ne pas avoir la patte d'un journaliste derrière. Est-ce que cette approche, vous pensez qu'elle est viable à long terme? Est-ce que là, c'est juste c'est une expérimentation, mais est-ce que vous pensez que c'est limité dans le temps ou que derrière d'autres rédactions, en France peut-être, pourraient s'y lancer? Alors là, je pense que c'est plutôt, comme je vous dis, une rupture symbolique. C'est-à-dire on a envie d'aller vraiment au bout de l'expérience plutôt qu'un vrai tournant. Je pense qu'effectivement, l'IA, elle est là, dans tous les métiers, y compris le journalisme, il va falloir s'y faire. Le tout est de savoir comment l'utiliser. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer que même en tant que lecteur, demain, on puisse faire confiance 100% à une IA. Ouais. Sachant qu'on a toute la question des biais aussi dans les IA qui sont alimentés. Donc en fait, on peut très vite tourner en rond. Et là où aujourd'hui, on a des problèmes de confiance dans les journalistes, si demain, on passait à du 100% IA, on aurait aussi des problèmes de confiance dans l'IA. Donc, je ne pense pas que ça soit viable sur ce modèle spécifique. En tout cas, l'expérience LISA vise à déterminer comment l'intelligence artificielle peut passer de l'état
je les cite, gazeux à l'état solide, de celui de la théorie à l'état pratique, dans le journalisme en tout cas. Les principaux enseignements qu'on peut tirer aujourd'hui de cette expérience, bien qu'elle ne soit pas encore terminée. Est-ce qu'on sait d'ailleurs ce qui va se passer à la fin de cette expérimentation? Est-ce que Foglio a prévu, je ne sais pas, une conférence de presse, un partage du retour d'expérience auprès des lecteurs? Alors je crois que déjà oui, effectivement, il y a quand même un retour du partage d'expérience. Et puis surtout, je crois qu'ils ont des projets encore avec l'IA. Alors ils n'ont pas tout dévoilé, je pense qu'ils en gardent un petit peu quand même sous le coude pour nous surprendre. Après, les principaux enseignements, au-delà du fait que ça soit une première en Europe, pour l'instant on est encore en plein dans l'expérimentation, donc c'est quand même difficile de se prononcer. Après, si on reprend toujours l'IA plus généralement dans les médias, ce qu'on en retient, c'est que ça permet d'automatiser certaines tâches qui sont quand même assez répétitives. Ça pourrait être intéressant à l'avenir pour de la production de dépêches, des synthèses, des traductions. Voilà, mais pour l'instant, vraiment faire un bilan sur ce qui se passe au bout de 2 semaines, sur un mois, c'est un peu trop tôt. Le premier numéro, et c'est ça qui m'a un peu perturbée, à la fois en tant que lectrice et en tant que journaliste, ce premier numéro donc d'Il Foglio et AI, il aborde des sujets d'actualité nationale, internationale, européenne aussi, y compris par exemple l'économie italienne, Giorgia Meloni, Donald Trump, Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine, etc. Comment aujourd'hui, si tant est que ce soit le cas et que ce soit possible, une intelligence artificielle, elle parvient à traiter et à synthétiser des informations aussi variées et aussi complexes. Quand on a vu en première partie qu'elle est quand même capable de réduire en 48 heures le travail de chercheur qui a été mené en 10 ans, on se dit que quelque part c'est possible, mais en même temps les données et les points de vue, si elles se basent sur ce qui est disponible comme information sur Internet, les points de vue sont tellement larges, les données sont tellement larges aussi, il y a une telle manipulation aussi maintenant de l'information et des fake news. On peut se poser aussi, bien sûr, l'avenir de tels médias sur des sujets d'actualité aussi variés. Oui, c'est légitime. Après, ce qu'il faut toujours retenir, c'est que quand même, à la base du résultat d'une IA, il y a quand même une requête, il y a un prompt. Et plus il est précis, plus il est possible d'avoir quelque chose d'orienté. Donc, l'IA, elle ne travaille pas non plus en 100% toute seule sur Il Foglio. Il y a quand même des demandes en amont des journalistes de travailler sur tel sujet, très certainement en respectant une certaine ligne éditoriale. Et donc, c'est ce qui permet de produire ce type de résultat. Après, comme on le disait, effectivement, les principaux points, les risques majeurs, c'est effectivement le biais des données, puisque l'IA, elle reflète ce qu'elle lit, donc elle risque de manquer d'objectivité. Il y a aussi l'absence de nuances, puisqu'elle ne comprend pas, effectivement, si on prend la politique, les subtilités. Elle ne comprend pas toujours l'historique ou l'historique politique ou culturel. Et puis, il y a aussi la possibilité d'erreurs factuelles. Ça, on le sait, il y a de nombreuses hallucinations de la part des IA. Et donc, si à l'avenir, on devait un petit peu plus développer ce type de modèle, effectivement, je pense que ça serait corrélé avec une vérification humaine derrière. Ce serait intéressant d'ailleurs, je ne sais pas si on a accès à ces données, mais de savoir quelles données ont été utilisées par Il Foglio AI pour nourrir justement ce premier numéro, et surtout, quelle a été l'intelligence artificielle ou le service qui a été utilisé. Ça, on ne sait pas trop encore. Ouais, alors là, pour le coup, je ne peux pas vous éclairer, je ne peux pas vous dire de bêtises. On va les appeler, on va Je suis certaine qu'effectivement, à la fin de cette expérimentation, on en saura un petit peu plus. Ouais. J'ai du mal à imaginer qu'ils ne donnent pas un peu plus d'informations sur ce sujet, puisque c'est quand même les premiers à s'être lancés dans cette expérimentation, qui, à mon avis, a quand même quelque chose d'un petit peu historique. Qu'est-ce que vous savez ce que je vais vous dire ? Dites-moi. Je vous écoute, que vous ne voulez pas que nos métiers disparaissent avec l'IA. Bien sûr. Et puis aussi et surtout que on se donne rendez-vous dans pas très longtemps pour continuer à en parler. Bien sûr. Si c'est pas une IA qui le fait à ma place. Ah non, non, Lisa, on vous veut en chair et en os sur le plateau. Tant qu'on peut garder nos métiers, ce serait pas mal. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À Édouard Degnaud, à Dylan Colère aussi, et d'avoir tous les deux produit cette émission, ainsi qu'à toute la régie derrière eux. Et puis nous, on se donne rendez-vous, bien sûr, dès demain, toujours dans l'École du Futur sur Spool TV. D'ici là, passez une très belle journée.